Glitch Publishing présente Des images qui bougent, un podcast de Seb Jancourt. Salut à toutes, salut à tous, salut les moviegoers, salut les cinéphiles, salut ceux qui aimeraient bien se mater un film ce soir mais qui savent pas quoi choisir alors qu'ils ont toutes les plateformes disponibles et qu'ils ont l'embarras du choix. Ce podcast des images qui bougent, il vous sert à vous stimuler, à vous inviter à regarder des films du passé. Aujourd'hui, je vous présente 10 films de la place 89 à la place 80 de mon classement des 197 meilleurs films de l'histoire du cinéma. Évidemment, c'est un classement personnel qui est lié à mes goûts et surtout aux émotions que j'ai ressenties en voyant ces films, à l'état émotionnel dans lequel j'étais quand j'ai vu le film juste après que je lui ai donné une note sur IMDb. Aujourd'hui, je vous présente vraiment la crème de la crème, hein. On est dans la deuxième moitié des meilleurs films. Ils sont tous des films auxquels j'ai donné 8 sur 10 sur IMDb. Des 8 sur 10 dans l'année, je vais en mettre que 2 ou 3, hein. C'est pas du tout une note que je donne facilement. Évidemment, par contre, l'ordre par rapport les uns par rapport aux autres est un petit peu aléatoire. Entre la 85e place et la 84e place, il n'y a pas beaucoup de différence, si ce n'est l'ordre dans lequel j'ai agencé la liste. Du coup, on attaque avec le film à la position 89. Oh, j'ai failli vous donner le titre. Évidemment, je vais essayer de vous faire deviner les films, c'est quand même beaucoup plus rigolo. Donc c'est un film de 1997, un film américain, réalisé par un réalisateur qui à l'époque est au top. Ça lui a passé, il nous a d'ailleurs quittés il y a quelques mois, malheureusement. Un réalisateur qui, je pense, a clairement été identifié comme le maître de l'étrange, le maître du formidable et du fantastique. C'est un film qui présente un personnage principal qui est un saxophoniste. Ça vous dit quelque chose? Je vous lis le prémisse et on va voir si vous découvrez le nom du film. Évidemment, 1997, et c'est il y a longtemps. Après une rencontre bizarre lors d'une fête, un saxophoniste de jazz est piégé pour le meurtre de sa femme et envoyé en prison, où il se transforme inexplicablement en un jeune mécanicien et commence à mener une nouvelle vie. Ça vous dit quelque chose? Dans ce film, il y a une séquence formidable qui est restée gravée dans mon esprit et que j'ai essayé d'utiliser moi dans mes histoires. Une séquence où le personnage principal rentre dans un couloir et disparaît dans l'ombre, le noir total. Et c'est saisissant. De qui je parle? Je parle évidemment de David Lynch et de son film Lost Highway, qui est vraiment parmi ceux que je préfère dans sa filmographie. À l'époque, Lynch était encore en train d'inventer son cinéma. Il y a eu un moment où il s'est mis à faire du Lynch. Il savait pas encore ce qu'il faisait, je pense, et c'était là où c'était vraiment le plus puissant, le plus exploratoire. C'est un film à la fois troublant et terrifiant, hein. Il y a une séquence où le protagoniste parle au téléphone avec quelqu'un qui est face à lui dans la pièce où il est et qui lui répond à distance. C'est carrément flippant et c'est extrêmement étrange. Et du coup, c'était Lost Highway à la place, pas 1989, à la place 89, un film de 1997. Ça avait beaucoup de chiffres. Je passe maintenant au film numéro 88, un film que j'adore aussi, et je pense que beaucoup de Français et de fans de la fantasy et du fantastique aiment aussi ce film. Déjà, c'est un film de 1986, alors pareil, très ancien, hein, que moi j'ai vu à l'époque et qui m'a vraiment marqué beaucoup. C'est un film inspiré d'un livre écrit par un génie de la littérature italienne. Vous connaissez Umberto Eco? Ça vous dit quelque chose? C'est un film de Jean-Jacques Hano. Évidemment, je vous parle du Nom de la rose. Ce film superbe avec Sean Connery qui redémarre une nouvelle carrière après avoir accepté de ne plus être le jeune premier et d'être, je dirais, l'homme mûr des films dans lesquels il va tourner à présent. Il a le poil blanc un petit peu et il est formidable. Il est d'ailleurs, je trouve, meilleur que dans les James Bond.
Le nom de la rose, c'est vraiment un film ultra réussi, au mystère total. Et je dirais aussi, Christian Slater, qui est à l'époque tout jeune, va débuter sa carrière. Il est super en disciple naïf. Vraiment, c'est un film formidable. On passe maintenant au film numéro 87. Alors là, pareil, vous allez certainement hurler dans les commentaires, mais vous êtes les bienvenus, c'est là pour ça. Un film que moi j'ai beaucoup aimé, que la plupart détestent malheureusement. Je vois quand même que son métascore est de 80, donc c'est quand même... la critique était positive à l'époque, en tout cas. C'est un film de 2015, un film de science-fiction réalisé par un réalisateur qui lui a fait pareil pas mal de films de science-fiction avant, mais qui est on va dire la nouvelle génération des réalisateurs de science-fiction, qui à l'époque c'est un énorme succès ce film. C'est une licence de science-fiction de space opéra même on peut dire. Un peu le maître étalon. Je vous parle d'un film Star Wars, et ce film Star Wars, c'est l'épisode 7, Le Réveil de la Force. Et ben, moi, je trouve que c'est un super film. J'ai été complètement porté par le truc, j'ai complètement marché, du coup, ben, je vous le recommande. Peut-être que déjà, ça fait déjà 10 ans qu'il est sorti, si ça se trouve, vous ne l'avez même pas vu. Je vous le recommande. Évidemment, ce film, il a été fait pour la génération des teenagers de 2015, pour leur inoculer le virus de Star Wars. Il n'a pas été fait pour les gens qui ont vu le premier film en 1977 ou 78. Je passe maintenant au film numéro 86, et ça c'est un film vraiment formidable. Je me suis marré, mais comme rarement je me suis marré en voyant un film. C'est vraiment pour moi une des grandes comédies du cinéma américain. C'est un film de 2016 d'un réalisateur que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé dans des épisodes précédents. Vraiment, à la base, ce réalisateur, c'est un scénariste avec une plume vraiment extrêmement puissante pour les films d'action-aventure. Et là, maintenant, il est aux commandes. Il a gravi tous les échelons de la hiérarchie de Hollywood. Il est réal dans ce film-là. Il a un casting formidable, un duo, puisque c'est une sorte de buddy movie, un duo formidable avec Russell Crowe et Ryan Gosling. Vous avez percuté. Ce film, c'est The Nice Guys, qui est un film totalement hilarant. Il y a une séquence que j'adore particulièrement où Ryan Gosling, qui a un bras cassé, un bras dans le plâtre pendant une bonne partie du film, et qui est un fumeur et qui se cache pour fumer. Il est dans les toilettes et il reçoit la visite de quelqu'un que je ne préciserai pas, qui défonce la porte. Et du coup, il est tellement maladroit, paniqué, pleutre et faible que par ses gesticulations, il fait tomber sa cigarette qui est allumée dans son pantalon. Et ça, c'est vraiment formidable. C'est Ryan Gosling, donc c'est en 2016, ça fait presque 10 ans. Je pense qu'il a percuté que s'il voulait être vraiment un movie star au plein potentiel, il fallait qu'il élargisse son range. Et il me semble que c'est sa première comédie, The Nice Guys, clairement, il est très fort pour faire rire les gens. Et il est passé du beau gosse un peu sombre et qui fait rêver à un gars capable de passer vraiment pour un crétin, et il le fait très très bien, et du coup on comprend qu'il n'est pas crétin du tout. Totale réussite, The Nice Guys. Et du coup le réal c'est Shane Black. Shane Black qui a écrit les scénarios de L'Arme Fatale. Vous percutez L'Arme Fatale, c'est film des années 80. Il a écrit aussi Get Shorty, qui est un super film, et aussi Kiss Kiss Bang Bang, qui est un film formidable lui aussi, et qui est dans un épisode précédent. Donc voilà, The Nice Guys, valeur sûre pour passer une excellente soirée entre potes, par exemple, c'est formidable. On passe maintenant au film numéro 85. Pour quelque chose de vraiment... Alors là, c'est c'est un peu un cliché de dire un ovni du cinéma, mais c'est quand même un film qui sort vraiment de l'ordinaire. C'est un film de 1992. Moi, à l'époque, j'avais juste 20 ans. Je suis allé voir ce film avec mon pote de l'époque, Vincent. On s'est pris ce film en pleine gueule. Euh, c'est un film
qu'on a ressassé beaucoup, dont on a beaucoup reparlé, qu'on a beaucoup cité pour faire des blagues. C'est un film belge. À mon avis, si vous l'avez vu, vous avez percuté un film belge de 1992. Il n'y en a pas 50 000 qui sont restés dans les esprits. C'est un film de Rémi Belvaux, André Bonzel, Benoît Poelvoorde. Évidemment, c'est le film qui a révélé Benoît Poelvoorde. Vous avez percuté, c'est évidemment de C'est arrivé près de chez vous que je vous parle. Ce film qui, c'est marrant, je vois son Metascore, là, 67. À l'époque, les gens percutent pas vraiment. C'est extrêmement provocateur comme film. Très irrévérencieux, mais très très marrant. Et en plus, en termes d'écriture, c'est plutôt malin. Hein. En gros, c'est très méta. Un film sur une équipe de tournage d'un film. Moi, j'aime beaucoup ces procédés de narration. Là, c'est ce que je fais sur Cœur Galactique, par exemple. Une équipe de tournage suit un voleur impitoyable et tueur sans cœur, mais les complications surviennent lorsque l'équipe du film perd son objectivité et commence à l'aider dans ses tâches quotidiennes. Et ouais, c'est complètement dingue comme film. Parce que, évidemment, le charisme du mec de Poelvoorde est tellement fort que du coup, il embarque un peu comme un trou noir tout le monde autour de lui. Et c'est un film vraiment formidable. La séquence du poursuite du petit dans les bois est formidable. Bon, ben là, il y a de bonnes chances si vous êtes une jeune personne que vous n'avez pas vu ce film. C'est un film qui a formé une génération de génération X. Hein. Clairement, 92, ça a permis de formater notre sens de l'humour, certainement. En tout cas, pour ceux qui l'ont vu. Donc, c'était le film numéro 85. Et là, on passe du Coca Light, comme j'aime bien dire, vers une comédie aussi, une comédie d'action beaucoup plus légère, de 1994, donc 2 ans plus tard. À l'époque, il y a des super films qui sont produits. Hein. C'est un film de mon réalisateur préféré, Robert Zemeckis, qui est un film de 2h22, qui lui a été bien reçu par la critique déjà à l'époque et qui est devenu clairement ce qu'on appelle un classique. Hein. C'est un film qui a défini même, je pense, la culture américaine dans les années qui ont suivi. C'est un film qui est plébiscité, cité, qui a généré plein de mèmes qui sont utilisés encore aujourd'hui et tout ça. Si je vous dis Run, Forrest, Run, évidemment, je vous parle de Forrest Gump. Ce film, il est formidable et du coup, il est sorti en 1994. Je vous lis le prémisse de IMDb. Les présidences de Kennedy et Johnson, le Vietnam, le Watergate et d'autres histoires se déroulent à travers la perspective d'un homme d'Alabama avec un QI de 75. Peut-être que c'est le dernier film sur le rêve américain. Hein. Évidemment, j'avais plus personne faire un film comme ça sur l'Amérique actuelle. On ferait probablement l'antithèse de ce film-là aujourd'hui. Ça serait intéressant que Robert Zemeckis s'intéresse au sujet. C'est avec Tom Hanks, hein, comme nombreux des films dont je vous parle dans cette série, dans ce podcast. Et Robin Wright, elle aussi, ben oui, évidemment. Ah, c'est dingue. Je vous ai parlé il y a quelques épisodes de Here. C'était dans mes meilleurs films de 2025. Here, c'est à nouveau Tom Hanks et Robin Wright, donc qui il y a 26 ans ont formé ce couple légendaire et qui a été réuni dans Here. Zemeckis, il est vraiment trop fort. Ah, c'est dingue, j'avais pas réalisé. Bon, c'est pas pour rien que c'est mon réalisateur préféré, Zemeckis. C'est un génie. Donc, c'était le film numéro 84. On passe maintenant au film numéro 83. Un film super, pareil, d'un réalisateur qui est très présent dans ce classement. C'est assez marrant, je m'aperçois de mes tropismes et de mes goûts. Un réalisateur, pareil, extrêmement célèbre. C'est un film de 2006 qui, par contre, dans la filmo de ce réalisateur, n'est pas le film qui sera mis en avant. Il a fait des films qui sont plus célèbres, qui ont plus marché. Le métascore du film est de 66, moi je lui ai mis 8, mais 66 c'est vraiment un score moyen pour la critique professionnelle. Après un tragique accident, 2 magiciens se lancent dans un combat pour créer l'illusion ultime en sacrifiant tout ce qu'ils ont pour déjouer les tours de l'autre. Voilà, c'est 2 types extrêmement driven qui se tirent la bourre, qui s'inspirent l'un de l'autre et qui se détestent. Et clairement, c'est quasiment une bromance
même peut-être tout simplement une romance d'une certaine façon dans une société qui n'aurait pas permis à deux hommes d'être ensemble. Vous avez pigé de quel film je parle? Je parle de Le Prestige de Christopher Nolan avec Christian Bale et Hugh Jackman et Scarlett Johansson, qui est vraiment un très chouette film, un film perturbant aussi parce que ce à quoi ça fait penser, le tour de magie qu'ils inventent euh, puise sa possibilité dans une technologie qui est clairement dégueulasse, de mon point de vue en tout cas, il me semble. Et aussi, c'est l'occasion de se frotter au mythe de Nikola Tesla. Tesla qui fait rêver l'Amérique un peu comme un peu son dernier magicien. Tesla qui a donné son nom à la marque de voiture de Musk, mais qui clairement habite l'imaginaire des storytellers américains depuis maintenant un bout de temps. C'est assez marrant comment cet inventeur est devenu une figure imaginaire. Donc c'était Le Prestige, vraiment un chouette film, un film un peu sombre, hein, qui se passe dans probablement, j'irais à Salzbourg ou en Europe de l'Est en tout cas. Très beau film, très belle production value, très beau production design, nickel. Euh, alors là, on change de monde complètement. Pour un film américain de 2014, je parle du film numéro 82. C'est un film musical, c'est un film sur la musique, la création, l'art, la dédication, on dit pas ça en français, l'implication d'un artiste pour son œuvre. C'était un film qui, d'une certaine façon, a révélé son réalisateur qui s'appelle Damien Chazelle. Vous avez pigé de quel film je parle? Un film où le personnage principal joue de la batterie dans une école de jazz new-yorkaise. Et où Miles Taylor joue le batteur et J.K. Simmons joue le prof. Bon, vous avez pigé évidemment, je vous parle de Whiplash. Whiplash, qui est un film formidable, d'une grande violence, alors que pourtant les gens n'utilisent pas d'armes à feu ou de battes de baseball pour se taper dessus. C'est une confrontation entre un musicien qui apprend à jouer de la batterie et qui vise l'excellence et un prof carrément toxique qui jouit du pouvoir qu'il a sur son élève. Là, pareil, clairement, c'est une espèce de romance perverse, hein, enfin toxique, je veux dire. Ce prof, il a eu un rapport carrément dégueulasse avec son élève. Par contre, c'est un film formidable. C'est un film sur la musique. Et sur la batterie et sur l'apprentissage et les rapports entre les élèves et les maîtres. Je vous le conseille. Alors là, pareil, c'est un film à voir plutôt en ayant le moral parce que c'est un film sombre. Même si l'espoir n'en est pas exempt, mais c'est quand même un film, je dirais, assez violent, même s'il n'y a pas de violence objective à l'écran. La pression psychologique qui est faite sur le personnage principal est vraiment impressionnante. Du coup, je passe au film numéro 81, l'avant-dernier film de cet épisode, qui lui aussi a atteint je dirais une grande reconnaissance depuis. C'est un film de 2007, salué par la critique à l'époque, qui a révélé un acteur qui, à l'époque, il me semble, n'était pas du tout connu et qui est devenu maintenant une star internationale. C'est un film réalisé par deux réalisateurs qui sont frères. Ça, c'est un gros indice, hein. Il y a plusieurs tandems de fratrie qui réalisent aux États-Unis, mais je dirais que c'est probablement le tandem qui a fait le plus de films. C'est un film avec Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones qui déjà est vieux dans ce film-là et c'est un film sur le vieux monde. Je vous parle évidemment de No Country for Old Men, inspiré d'un roman publié précédemment. Violence et chaos surviennent après qu'un chasseur découvre un deal de drogue ayant mal tourné ainsi que plus de 2 millions de dollars en espèces près du Rio Grande. Évidemment, l'acteur dont je parlais qui a été révélé, c'est Josh Brolin, qui a eu la carrière de Marvel après, qui est devenu Thanos et tout ça, qui est vraiment une méga star aujourd'hui. Moi, à l'époque, quand j'ai vu No Country for Old Men, il me semble bien que Josh Brolin, j'avais qu'une vague idée de qui il était. Donc c'est un très chouette film. C'est un film. Donc évidemment, c'est un film des frères Cohen, Ethan Cohen et Joel Cohen. J'en parlais dans l'épisode précédent. Les frères Cohen, je trouve que c'est quand ils sont tous les deux qui sont bons.
et pas forcément quand ils filment des films en solo. Souvent, le collectif améliore la qualité. Donc voilà, je passe déjà au dernier film de cet épisode, le film numéro 80, qui est un film, alors pareil, c'est un petit film de 2018, film américain aussi, désolé, hein, je vous ai présenté pratiquement que des films américains, à part Le Don de la Rose, qui doit être une production européenne, et évidemment, C'est arrivé près de chez vous, qui est un film belge, ou franco-belge, peut-être même en termes de coproduction. Un film qui n'a pas fait beaucoup de bruit, mais que moi j'ai beaucoup aimé et qui a révélé une actrice qui m'avait fasciné dans ce film-là, qui n'est pas devenue une méga star, mais je me suis dit que ah d'ailleurs je réalise, elle a beaucoup inspiré le personnage de Oriane Noblesse dans ma série actuelle de Cœur Galactique. Ah, j'avais pas réalisé, je viens de comprendre que c'est elle exactement. Du coup, je vous dis le nom de l'actrice, vous la connaissez peut-être pas, mais elle mérite d'être connue. C'est Elisabeth Debicki. Ce film, c'est un film qui se passe à Chicago, un film dur, un film de femmes, puisque les quatre protagonistes sont des femmes. Et c'est un film d'un réalisateur super capé, très aimé de la critique. C'est un film qui a été célébré par la critique. C'est un film de Steve McQueen. Évidemment, pas Steve McQueen, l'acteur, mais Steve McQueen, le réalisateur. Dans la ville moderne de Chicago, quatre femmes n'ayant rien en commun, excepté une dette laissée par leur mari décédé, impliquées dans des activités criminelles, décident de prendre leur destin en main et complotent pour se forger un avenir comme elles l'entendent. C'est un film avec Viola Davis, Michelle Rodriguez, Liam Neeson, et donc, Liam Neeson qui a un petit rôle, et Elisabeth Benecki. Voilà, un vrai très bon film mettant en avant un casting quasiment uniquement féminin. Bah voilà, quand c'est bien écrit, quand c'est bien fait, ça peut être formidable. Quand c'est fait de façon artificielle dans un fichier Excel, c'est nul. Quand c'est vraiment bien fait, évidemment, avec des grandes actrices, le film est super. Et du coup, le film, je sais plus si je vous ai dit le titre, je parle de Les Veuves de Steve McQueen, donc de 2018, un film de 2h09 que je vous recommande chaudement de voir. En particulier, bon, voir jouer Viola Davis dans un très bon film, c'est vraiment agréable. Je trouve qu'elle a été un peu utilisée, typecastée un peu, je trouve, hein, quand même. Elle joue quasiment toujours des chefs du FBI ou de la CIA, là, c'est pas terrible, je trouve, comme carrière. Du coup, alors qu'elle a un potentiel dramatique formidable. Donc voilà, déjà la fin de l'épisode. Pour moi, ça s'est passé comme un court instant. Je tiens à vous dire, si vous regardez cette série et en particulier cet épisode, et si vous m'entendez maintenant, ça veut dire que vous êtes allé jusqu'au bout. Merci beaucoup. Vous êtes peu à regarder ce podcast, et pourtant j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Et j'ai décidé d'aller au bout, même si personne ne regarde. Donc du coup, ça sera une course que je ferai en solo si personne ne regarde. C'est pas grave, c'est intéressant à faire. J'aime le faire. Je vous invite donc à regarder le prochain épisode qui sortira certainement l'année prochaine, puisque je pense pas que je tournerai de nouveaux épisodes avant la fin de l'année. Du coup, j'en profite pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Si vous avez la chance d'avoir une famille, de le passer en famille. Si vous avez la chance d'avoir des amis, de passer ces fêtes avec vos amis. Et si vous êtes tout seul, sachez que vous ne l'êtes pas vraiment, puisque vous pouvez regarder tout ce que Glitch Publishing produit. Vous pouvez écouter, par exemple, des histoires d'amis, comme Sur la route du silicium, par exemple, ou Cœur Galactique. Du coup, je vous souhaite une belle fête de fin d'année. Voilà, les temps sont durs, du coup, profitons les uns des autres. Allez, salut, ciao, c'était Seb Jonkou pour Glitch Publishing. C'était Des images qui bougent.